Décryptage par Jamaldine Benchenouf. Louisa Hennoun jette un camion dans la mare, c'est le titre de notre émission d'aujourd'hui. Bonsoir. Nous pouvons reprocher des choses et d'autres à Louisa Hennoun, de ne plus être la fougueuse et inconditionnelle militante de ses débuts dans la résistance, d'être devenue inamovible à la tête de son parti, d'être plus dans le sillage et les tractations politiques du sérail. On peut ainsi lui rappeler qu'elle a toujours habilement navigué dans les premiers cercles du pouvoir depuis 1989 et qu'elle a toujours su se tirer d'affaire, y compris lorsqu'elle s'était mise dans de sales draps, si je peux dire. Mais personne, je crois, ne peut lui dénier son courage à Louisa Hennoun, ni sur ce qui la caractérise à chaque fois de forcer les portes du politiquement correct. Ainsi, elle vient encore une fois, lors de sa conférence de presse d'hier, de jeter un gros camion dans la mare. Écoutez et nous allons en parler juste après. الحيث على حرية التعبير والرأي والحريات الأكاديمية، يعني كل الحريات الديمقراطية. وبطبيعة الحال طرقت لمسألة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين. ورئيس الجمهورية قال أنه هو يقدر يمارس صلاحيته والسلطة نتاعه في العفو الرئاسي عندما يكون الحكم نهائي. فأنا ذكرته أنه على الأقل 3 مرات هو خدا قرارات سيادية، وهذه من صلاحيته بالإفراج عن معتقلي الرأي حتى ما كملوش محكوميتهم، أو البعض منهم ما تحاكموش ما تحاكموش حتى، وبعد ولاو يحاكموا على برا. ويعني المفروض أنه هذا الأحكام يعني بالسجن بالحبس يعني ما لازمش تكون يعني بهذه السهولة. Écoutons-la encore, elle n'a pas fini. فأنا الحيد أنه إحنا بحاجة إلى عفو شامل سياسي، يعني قرار سياسي سيادي، c'est-à-dire une amnistie générale politique اللي تخص الحقوق والحريات. قال لي أن أطلقت سراح يعني أعداد هائلة، مئات الآلاف من المعتقلين، قلت له هذوما تاع الحق العام. En substance, pour ceux qui ne maîtrisent pas la langue arabe, la langue algérienne, elle a dit qu'elle a parlé à M. Tebboune de son souhait de le voir gracier tous les prisonniers politiques et les détenus d'opinion. C'est la première fois qu'un politique algérien prononce ces 2 mots face à Tebboune. C'est la première fois que c'est fait de façon officielle par un chef de parti lors d'une conférence de presse. Et elle a dit par la suite que M. Tebboune lui aurait rétorqué que il est dans ses attributions de ne pouvoir gracier que les gens qui sont définitivement condamnés. Et elle lui a dit qu'il avait déjà gracié des gens qui n'avaient pas été condamnés définitivement. Elle doit faire allusion à Saad Bouakba, notre confrère, notre doyen. Et elle a précisé qu'il est de ses prérogatives, ce qui nous étonnerait un peu, puisque nous allons en parler, Siyadi, elle a dit des prérogatives souveraines, de pouvoir gracier dans une sorte d'amnistie générale. Or, amnistie générale, il y a des principes, il y a des règles, il y a des dispositions légales, constitutionnelles, réglementaires, peut-être même passer par un référendum, ce n'est pas aussi simple.
Mais en tout cas, elle a franchi le Rubicon du politiquement correct. Et elle a appelé les choses par leur nom. Détenus d'opinion et prisonniers politiques, clair et net. Mais écoutons maintenant ce que disait il n'y a pas très longtemps M. Tebboune sur les détenus d'opinion. Écoutez-le. يعنيش المسجونين لا 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 يعنيش لا المسجونين رانا اولا المسجونين تاع الراي هذه اكذوبه القرن ما عندناش مساجين تاع الراي عندناش مسجونين. Nous n'avons pas de détenus d'opinion. C'est le mensonge du siècle, dixit M. Tebboune. Et là, même après la conférence de presse de Mme Louisa Hannoun, conférence de presse qui a circulé partout, dont personne dans les milieux politiques ne peut dire qu'il n'en a pas entendu parler, c'est silence radio. Aucun démenti, aucune précision. J'insiste particulièrement non pas sur les déclarations de Louisa Hannoun en elle-même, mais sur le silence assourdissant de la présidence et de tous ses relais officiels sur ces mêmes déclarations. Rien, pas un mot. Et c'est donc qu'il n'y a pas de démenti. Or, comme on dit tout particulièrement en politique, qui se tait consent. Avec nous pour en parler, Nazim Taleb, analyste politique depuis Paris, n'a pas pu être avec nous ici sur le plateau malheureusement. Et Adel Khellaf, analyste politique depuis Londres. Et nous allons commencer par Nazim Taleb. Merci d'avoir accepté, Nazim Taleb. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver comme ça. Oui, effectivement. Ça me fait plaisir de vous voir, Le plaisir est pour nous. de débattre avec vous et de vous inviter. Et je salue plus particulièrement les téléspectateurs et l'équipe technique. Merci. Alors, Nazim, comme ça, à chaud, je vous laisse nous dire votre ressenti sur cette déclaration fracassante, de mon point de vue, de Mme Hannoun, et du silence abyssal de la présidence qui, il n'y a pas longtemps, nous disait que dire prisonnier ou détenu d'opinion, c'est le mensonge du siècle, et qui, là, ne réagissent pas du tout. Ni la présidence, ni ce relais, ni la PS, ni le porte-parole de la présidence, ni personne. Nazim. À chaud, moi, ce que j'ai remarqué lors de la conférence de presse de Mme Hannoun, c'est la présence de l'ENTV. Et qui dit présence de l'ENTV, ça veut dire qu'il y a l'aval à un échelon très élevé au niveau de la prise de décision en Algérie d'assister à la conférence de presse de Mme Louisa Hannoun suite à un entretien avec Tebboune sur un thème bien particulier, à savoir l'amnistie générale, bon, on va l'appeler comme elle veut, elle, c'est-à-dire une amnistie générale concernant les prisonniers politiques. Bon, en même temps, comme vous avez dit, on n'a pas l'autre version, c'est-à-dire on n'a que la version de Hannoun, mais on va croire qu'elle est en train de retranscrire fidèlement ce qu'elle a pu échanger ou l'entretien qu'elle a eu avec M. Tebboune. Donc la réaction à chaud, c'est... Alors, bien sûr, on ne va pas revenir sur l'histoire de Mme Hannoun, ce n'est pas le sujet. Moi, ce qui m'importe, c'est, j'espère du fond du cœur que ce qu'elle a annoncé va se matérialiser très rapidement, notamment pour les prisonniers qui sont
alors je ne parle pas que des prisonniers du Hirak, je parle aussi des prisonniers des années 90, il ne faut jamais les oublier, qui sont là-bas depuis quand même plus de 30 ans. C'est un soulagement, j'espère, encore une fois, si ça se matérialise, un soulagement pour les prisonniers politiques et leurs familles, parce que pour certains, c'est des conditions de maladie, c'est des conditions de distance. Donc, il y a des familles qui peinent à aller voir Pour ceux d'entre eux, Nazim, qui sont encore de ce monde, parce que beaucoup sont morts, beaucoup ont trépassé malheureusement. Oui, voilà. Donc, moi, je vous parle surtout, par exemple, ceux qui ont été emprisonnés dernièrement et qu'on est en train de faire des mutations à droite à gauche à travers le territoire et donc les déplacements se rendent difficiles. Pour certains, les avocats ne peuvent même pas y accéder, encore moins la famille. Donc, j'espère que si ce que Louis Hanoun a annoncé et que le président Tebboune est dans cette démarche de faire une amnistie globale, générale. Bon, bien sûr, il faudra déterminer des contours, mais pour moi, ça reste quand même une bonne nouvelle pour les prisonniers. Ça reste une bonne nouvelle aussi pour les Algériens. Pour moi, en tout cas, je perçois cela comme un point positif. Et maintenant... Nazim Talb, et si je vous disais que beaucoup de gens, y compris moi-même, en tant qu'observateur, en tant que journaliste, souhaitent que dans le lot, il n'y ait pas seulement les prisonniers politiques qui sont dans les prisons depuis 30 ans maintenant, depuis les années 90, et dont beaucoup ne sont plus de ce monde malheureusement, qui ont disparu dans des conditions tragiques, qu'il n'y ait pas seulement tous les détenus du Hirak, les détenus d'opinion réellement, mais qu'il y ait aussi les prisonniers qui étaient barons du régime. Les 3 premiers ministres, la cinquantaine de généraux, les ministres, les walis, les clientèles du régime, les chefs d'entreprise, qui ont pour la plupart été jetés en prison dans des conditions qui n'ont pas tenu compte de leur présomption d'innocence, de leurs droits, et beaucoup parmi eux ont été jetés en prison, notamment par Gaïd Saleh, pour faire place nette à Tebboune pour qu'il puisse être le patron et que personne ne puisse le gêner. Est-ce que, selon vous, ce serait nécessaire d'inclure éventuellement ces gens dans cette liste des détenus d'opinion et des prisonniers politiques? Bon, j'irai encore plus loin à ce moment-là, Monsieur Benchenouf, dans le sens où même les prisonniers de droit commun, est-ce que c'est vraiment des coupables? Quand on voit la justice en Algérie, celui qui est condamné pour violence, pour trafic de drogue, etc., est-ce qu'il est vraiment coupable? Parce qu'on sait très bien que des fois, c'est de la justice arbitraire. Donc, je crois pas que... Alors, moi, ça ne me dérange pas que ça fasse par contre partie d'un processus global. C'est-à-dire que, effectivement, que ces gens-là puissent retrouver la liberté, mais aller vers un processus d'une vraie justice indépendante, même d'un processus de réconciliation, d'un processus de tourner la page, d'accord, et aller vers une Algérie plus apaisée, une Algérie qui permet la liberté de la presse, la liberté de la parole, la liberté de l'expression. Toutes les libertés doivent être garanties. Oui, pourquoi pas? Et oui, à ce moment-là, Nazim, dans ce point, moi je trouve que c'est très généreux de votre part d'envisager les choses comme vous le faites. Mais il y a un problème, Nazim. Si les parents, les familles des disparus étaient avec nous, s'ils pouvaient s'exprimer aujourd'hui, ils vous diraient « Oui, mais attendez, ne nous oubliez pas. Vous ne pouvez pas parler de réconciliation et de liquidation des vieux contentieux sans passer par la vérité sur les disparus. » Et là, on va ouvrir quelque chose d'absolument incontrôlable. Moi, je crois, c'est Benchenouf, qu'il y a, dans toute période de transition, il y a la transition qui est pour une vérité, au moins la vérité sur ce qui s'est passé. Je crois que les familles de disparus
Encore une fois, moi, je ne parle pas au nom du peuple algérien. Moi, je suis un simple militant du mouvement Harakat Rachad, à la ligne. Donc, encore une fois, je n'ai pas toutes les solutions en main. Moi, c'est tout ce que je suis en train de vous dire, c'est que cette démarche de relâcher tous les prisonniers politiques, j'espère qu'elle va aboutir réellement, déjà que ça traduise une prise de conscience chez l'élite algérienne, bon, l'élite, c'est certains généraux, c'est certains politiciens qui ont les rênes du pouvoir en Algérie pour dire que le tout répressif ne peut pas durer et c'est nocif aussi bien pour eux-mêmes parce qu'on voit comment les règlements, y compris entre généraux, se font par la prison, la casse-torture, les disparitions. Et donc, ils se disent, on ne peut pas continuer comme ça. Il y a aussi peut-être effectivement des politiques qui ont leur poids dans la prise de décision en Algérie qui se disent, on ne peut pas aussi continuer comme ça. Au niveau international, on est isolé et ils le sont de plus en plus isolés. Pour ne pas dire aujourd'hui, ils sont soumis aux ordres des puissances étrangères. Ils savent qu'ils sont de plus en plus déconnectés par rapport à la population qui les honnie, qui les méprise, qui les déteste. Ils savent que leurs mensonges ne passent plus. Et donc, à un moment donné, la déflagration est quelque chose d'inéluctable. Alors, est-ce qu'il y a cette prise de conscience qui a abouti à finalement se dire on va relâcher, on va faire, comment dirais-je, laisser passer la vapeur qui est en train de s'accumuler avant la déflagration. J'espère que c'est ça. J'espère que c'est un début, en tout cas, de ce processus-là. Très bien. Pour Restez revenir avec nous. Pardon de vous interrompre. Adel Khalf vient de nous rejoindre depuis quelques minutes. Adel Khalf, merci d'être avec nous. Merci beaucoup. Merci pour votre invitation et salutations à Nazim et à tous vos téléspectateurs. Alors, Adel Khalf, vous avez très certainement, vous aussi, suivi ces déclarations absolument incroyables de Louisa Hannoun, qui a dit avoir parlé à Tebboune, lui avoir demandé la grâce des prisonniers politiques, comme ça, elle l'a prononcé, et des détenus d'opinion. Un Tebboune qui disait il n'y a pas longtemps que dire seulement qu'il y a des détenus d'opinion relève du mensonge du siècle. Et donc, et elle a dit d'autres choses. Hein. Je ne vais pas répéter ce que j'ai dit tout à l'heure, mais vous êtes au courant d'amnistie générale qui pourrait inclure tout le monde. Ça veut dire les prisonniers politiques des années 90, les détenus d'opinion de l'après-Irak, voire même les prisonniers, je ne sais pas comment les classer, j'allais dire par règlement de compte de la Isaba, comme ils disent, qui se comptent en centaines, qui sont dans les prisons aussi, entre généraux, premiers ministres, ministres, wali, hauts fonctionnaires et clientèle d'affaires du régime. Et alors que cette conférence de presse a été relayée par la télévision publique algérienne, et alors que cela fait plus de 24 heures, je crois, ou en tout cas à peu près, que ces déclarations ont été faites, il n'y a pas une seule réaction de la présidence et de ses relais habituels, c'est-à-dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui se tait qu'en sang. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi sur ce silence très significatif de la présidence? Est-ce que ça veut dire que oui, ils sont dans ce paradigme? Alors, le terme paradigme est un terme quand même qui est assez spécifique. Je ne sais pas si c'est le terme le plus approprié, tout en pensant que c'est très possible aussi. Moi, ce que je dis, c'est que d'abord, il faut comprendre une chose qui est très très importante. Il faut que tout le monde se ressaisisse par rapport à un point élémentaire et à un point que je qualifie personnellement de très important. Vous savez, monsieur Benchenouf, quand on parle de justice, vous savez, le mot justice parle de lui-même, c'est un terme qui est très puissant. Quand on dit justice, on dit égalité, on dit équité, on dit équilibre, on dit et puis
sur le côté politique, sur le côté diplomatique. Si on est dans le registre de la justice, on doit parler donc des droits de l'homme, on doit parler donc c'est un registre qui est très compliqué. Compliqué, du moins pour nous. Pourquoi? Malheureusement, si vous me permettez, bien sûr, avec votre permission, j'essaie de faire juste une petite parenthèse, d'ouvrir une parenthèse par rapport à un point particulier. Vous savez, l'Algérie est techniquement un état de droit, techniquement. Mais en exécution, nous sommes très très loin de ce prestige. Parce que pour être un état de droit, il faut avoir des hommes de droit. Et pour avoir des hommes de droit, il faudrait qu'il y ait ce qu'on appelle une application totale de la maîtrise de la justice. Quand vous allez dans des grands états de droit, comme la Grande-Bretagne, comme la France, comme les États-Unis, qui sont de grands états de droit, nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi. La loi s'applique sur tout le monde. D'ailleurs, rapidement, vous savez, en 2020, je cite, le Premier ministre britannique avait commis une erreur assez importante par rapport aux lois de la Covid, et puis la police s'est déplacée à son domicile. C'est le Premier ministre en fonction. Et la police s'est déplacée à son domicile, et ils l'ont donc interrogé. Et il a dû obéir aux instructions de la police, parce que la police représente le droit. Et donc la justice est au-dessus de tout le monde. Il n'y a ni le Premier ministre, même le roi n'intervient pas avec la... Vous comprenez à quel point c'est important la justice. Même sur un registre religieux, pour ceux qui sont pieux et qui ont un amour et une considération importante à l'islam, Rasoul sallallahu alayhi wa sallam a dit expressis verbis, bled li ma fihesh adala ahjar minha. C'est-à-dire que là où il n'y a pas de droit, quitte cet endroit. L'homme est faible, l'homme est fragile. Nous, en Algérie, on n'a pas la notion de la présomption d'innocence. On n'a pas encore cette maturité importante. Encore moins. Pourtant, la présomption d'innocence est inscrite dans la Constitution, dans le droit pénal, le Code de procédure pénale, dans les grands principes qui sont pratiqués en théorie par la justice algérienne, tout autant que ça se passe dans la Constitution française, dans les textes législatifs et réglementaires de France, de Navarre, de Grande-Bretagne et d'un peu partout. Sauf que ce n'est pas appliqué, malheureusement. Mais absolument. C'est pour ça que je vous disais, cher Jamel, que je disais il y a de cela donc quelques minutes, que techniquement nous sommes un état de droit, de par les textes, de par la Constitution, mais en exécution, nous sommes très très loin de ce rêve. On n'a pas la maturité, on n'est pas encore prêt pour être un état de droit, on n'est pas encore prêt pour avoir la présomption d'innocence. En Algérie, nous n'avons pas la présomption d'innocence. En Algérie, nous avons la présomption de culpabilité. C'est-à-dire, pétrole d'abord, et puis après, on verra. Donc, il y a l'emprisonnement. Il faut que, même sur la base d'allégations, même sur la base d'accusations. Et sur les conditions imposées aux juges d'instruction ou aux procureurs pour ce qui est du mandat de dépôt, où il y a des conditions très strictes, très particulières pour pouvoir autoriser ou ordonner un mandat de dépôt. Pourquoi les juges d'instruction et les procureurs mettent ça de côté et incarcèrent tout le monde selon leur bon vouloir? Mais c'est très simple, parce que dans notre pays, malheureusement, quand il y a par exemple la passation de consigne entre un ministre de la Justice et un autre, dans tous les pays du monde, quand il y a une passation de consigne, on s'assied, on se pose dans un bureau, on fait la passation de consigne, on explique qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut exécuter, comment il faut l'exécuter, etc. C'est des documents, c'est des PV, c'est la passation de consigne administrative, hein, du moins sous sa forme administrative. En Algérie, la passation de consigne,
on transfère juste un appareil téléphonique, c'est le téléphone qui sonne. C'est le Gaston, il y a le téléphone qui sonne, il n'y a personne qui y répond. C'est-à-dire, c'est exactement ça. En Algérie, un magistrat, un juge, n'a pas le contrôle de la plénitude de ses fonctions et de son pouvoir. Il suffit qu'il reçoive un coup de fil, on lui dit, comme ça, tu fais ça. C'est ce qu'on appelle l'immaturité totale, c'est-à-dire on n'est pas encore prêt pour être un état de droit. Donc, les conséquences de ceci, c'est quoi? C'est, on envoie en prison, parce que je n'ai pas envie d'utiliser le mot tôle, je le trouve très péjoratif. On envoie, même si prison. Vous savez, monsieur, je vais vous dire encore mieux. Vous savez ce qu'est la définition de la prison? La définition de la prison. La définition de la prison, c'est l'échec de la justice. L'échec de la justice. Quand la justice, en côté magistrat ou en côté défense, ne trouve pas de solution à des affaires. C'est l'échec de la justice. Mais là, nous sommes dans un autre cas, nous sommes dans une autre configuration. Nous sommes dans une bêtise tellement crasse que dès lors, ou dès qu'il y ait une personne qui dise quoi que ce soit qui va contre les volontés de lèse-majesté, eh bien, il va falloir mettre derrière les barreaux. Il faut qu'il y ait une punition. Il n'y a plus de rôle de magistrat. Il n'y a plus de rôle de défense. Il n'y a plus de rôle de procès. Quand un pays arrive au point où un magistrat qui a prêté serment auprès d'un ministère de la Justice de respecter l'équilibre et la loi et l'équité et que la justice règne au maître absolu, dès qu'un magistrat qui prête serment n'a plus le pouvoir d'exercer ses fonctions, vous êtes, dans ce cas-là, par définition, dans un pays, c'est ce qu'on appelle, dans la rue, tag à la mentag. Et restez avec nous. l'Algérie d'aujourd'hui, c'est tag à la mentag. Et restez avec nous, tag à la mentag, en effet, il semble que ce soit le principe principal, si je peux dire, de ce système. Nazim Taleb, pour rester un peu dans l'affaire Saad Bouarba et ce mandat de dépôt, vous savez très bien que la Constitution et toutes les lois, toutes les dispositions réglementaires disposent que le mandat de dépôt obéit à des conditions très strictes. Le juge d'instruction ou le procureur ne peut pas décider comme ça de mettre les gens en mandat de dépôt. Il faut, entre autres, mais je ne les ai pas en tête, il faut que le présumé innocent présente toutes les conditions de se représenter, ça veut dire qu'il ne va pas fuir. Il faut qu'il ne soit pas question de courir le risque de le voir pervertir des témoignages, subvertir des témoignages, acheter des témoignages ou faire des pressions, et d'autres conditions du genre. Or, pour ce qui est de Saad Bouarba, il ne présente aucune de ces conditions. Aucune. Il n'a plus son passeport, il est très âgé, il a 79 ans, il est très malade. Ce qu'il a dit, il l'a dit en public, c'est enregistré, les vidéos ont été vues par des millions de gens, ça veut dire qu'il ne peut plus rien changer. Il n'y a pas de témoin à part lui et celui qu'il a interviewé. Donc, pourquoi avoir décidé de le jeter en prison malgré tout ça? Non, ça peut être une décision intempestive je ne sais pas, ils ont vu la plainte venir de la fille de l'ancien président Ben Bella, ils ont cru bon de faire une justice expéditive et de le mettre sous mandat de dépôt, mais quand ils ont vu l'effet au niveau des réseaux sociaux et les gens qui étaient indignés par le fait qu'on puisse mettre en prison quelqu'un qui a tout simplement relaté des faits historiques, c'était même pas à la limite lui, ça a été relayé par des historiens, par le banquier lui-même, je crois que c'était
je ne me rappelle plus le nom, c'était François Génaud ou Ginaud, je ne me rappelle plus, qui avait parlé dans ses mémoires de ce qui s'est passé, ce qu'on a appelé à l'époque le trésor du FLN. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Alors, peut-être que dans le cas de Bouakba, il a peut-être eu a posteriori des entretiens privilégiés avec le président, le défunt Ben Bella, ou bien Khader, peu importe, je ne sais pas, mais en tout cas, ce qu'il a fait, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, comme vous l'avez dit, on se retrouve toujours dans cette problématique où on met en prison les gens pour des raisons qui sont complètement incompréhensibles. On ne peut pas mettre en prison quelqu'un parce qu'il a relaté des faits historiques. Et même s'il n'a pas relaté des faits historiques, même si c'est une opinion, un avis, du moment qu'il l'a fait dans le respect, sans avoir fait violence verbale, etc. Et encore, même ça mérite pas un dépôt. Un mandat de dépôt, vous le faites contre quelqu'un qui peut récidiver, je ne sais pas, un prédateur sexuel, quelqu'un accusé de terrorisme, de violence vis-à-vis de son voisin, de l'entourage, où on a peur qu'il puisse perpétrer la même chose contre un mari qui a peut-être violenté sa femme et on a peur que ça se reproduise. Mais on ne peut pas mettre quelqu'un juste parce qu'il a relater l'histoire en mandat de dépôt. Donc vous avez tout à fait raison, le mandat de dépôt, c'est pas pour tout le monde, sauf qu'en Algérie, on le fait parce que c'est une politique pour faire peur aux gens. Vous parlez, vous vous retrouvez en mandat de dépôt. Et le mandat de dépôt, même au niveau de la loi, il est cadré. Or, aujourd'hui, vous avez des gens, Choyour par exemple, ils sont toujours en mandat de dépôt. Ils n'ont toujours pas été jugés, ça fait plusieurs mois. On est pratiquement dans les 2 ans là. Donc, encore une fois, on ne comprend. En fait, c'est une course folle, l'Algérie, vers le tout répressif. On croit tout pouvoir régler avec la prison. Ils ont mis des milliers de personnes en prison depuis le Hirak à ce jour et ça n'a toujours pas réglé le problème. Et ça, ils peuvent le voir. Et c'est pour ça que je suis un peu optimiste par rapport à ce que Louisa Hannoun a dit. C'est que peut-être ils ont pris conscience que ça ne peut pas toujours finir en prison. Merci Nazim, justement. Merci Nazim. Merci d'avoir rappelé, parce que tout est fait pour que les Algériens ne le sachent pas, d'avoir rappelé que les hirakistes, les détenus du Hirak, ne se comptent pas en centaines comme c'est le cas aujourd'hui, parce que les gens ne comptent que ceux qui sont en prison, qui sont encore en prison. En réalité, ceux qui sont passés par la case prison et qui sont ressortis se comptent par milliers. Par milliers. Oui. On ne connaît pas le chiffre, mais j'imagine que c'est plusieurs milliers. Et je vous laisse poursuivre, oui. Nazim. Oui, donc encore une fois, c'est malheureux que je ne trouve pas de qualificatif, c'est-à-dire que c'est de l'incompétence, c'est le tout répressif. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, l'irtigène, c'est-à-dire quelqu'un, un procureur lambda, il a voulu faire le pitre, il ne connaît même pas l'histoire, parce que s'il connaissait l'histoire, il aurait su que Saad Bouakba ne relatait que l'histoire et que ça a été écrit il y a bien des années. Cette affaire du trésor du FLN, ce n'est pas nouveau. Donc, on a une combinaison de facteurs, de gens qui ne sont pas cultivés, qui ne lisent pas l'histoire, qui ne connaissent pas l'histoire. Et puis Nazim, pardonnez-moi de vous interrompre à chaque fois. Et puis Nazim, si aujourd'hui les uns et les autres disent des choses sur ce fameux trésor du FLN, en fait, ce qu'on ne dit pas, c'est que jusqu'à aujourd'hui, ça reste un sujet tabou. Jusqu'à aujourd'hui, le régime, le système, le pouvoir interdit aux chercheurs de faire des révélations normalement, en passant à la télé, devant tout le monde. C'est un sujet tabou. Et s'il est tabou et si personne n'en parle, c'est parce que le système l'interdit. Oui, parce que le système veut tout contrôler. Le système veut contrôler l'histoire, il veut contrôler le dinar, il veut contrôler les gens, il veut contrôler les routes, il veut contrôler les commerces, il veut contrôler le transport, ils veulent contrôler le ciel, la terre, la mer, ils veulent tout contrôler. Le problème, c'est qu'ils font ça depuis 62.
Et ça se fissure de partout et les fissures deviennent de plus en plus importantes. Et c'est ça qu'ils n'ont pas compris. Ils ne peuvent pas tout contrôler. Au contraire, un État qui est fort, c'est un État de droit, c'est un État fort de ses institutions, fort de cette indépendance des pouvoirs, à savoir l'exécutif, les législatifs, le juridique, la justice. Et là, je ne suis pas d'accord avec Adel quand on dit on n'est pas prêt. Mais tous les dictateurs, tous les régimes dictatoriaux, totalitaires disaient de leur population qu'ils n'étaient pas prêts. Ça s'est passé soit en Amérique latine, ça s'est passé au Portugal, ça s'est passé sous Franco. À chaque fois, c'est le même discours, on n'est pas prêt. Mais bien sûr qu'on est prêt. Regardez, quand les Algériens, et la meilleure des preuves, M. Benchenouf, la meilleure des preuves, le Hirak 2019, des gens par millions sont sortis. Qui aurait dit, alors que ces gens-là, on les appelait les voyous, Oui, Yahya avait dit, quand vous apprendrez à manifester, on vous laissera manifester. Oui, on a traité les Algériens de tous les noms. Ils ne sont pas civilisés, c'est des voyous, Moussrin, Darbo, Zafanin, etc. Et ils ont donné un exemple magnifique, magnifique de civisme, de contrôle de soi-même. Ils n'ont pas répondu aux provocations. Ils ont été très fraternels. Rappelez-vous, Khawa Khawa. On ne veut pas régler des comptes, on veut une Algérie nouvelle. Pourquoi? Parce que le citoyen, il est prêt à tout. Il est prêt à tout quand il y a un espoir. L'espoir, c'est ça qui rend un citoyen prêt à faire des sacrifices, à se rendre meilleur, à s'améliorer, à respecter la justice quand il voit que la justice est pratiquée sur tout le monde, y compris les plus hauts gradés. C'est ça un citoyen. Mais bien sûr que ça prend du temps. Ça va prendre du temps parce qu'on n'a pas encore la culture de l'opposition, on n'a pas encore la culture du débat contradictoire. Il y a bien des choses sur lesquelles on peut améliorer. Et mais dire qu'on n'est pas prêt, je ne suis pas forcément d'accord. L'Algérie a des potentialités énormes, de par son histoire, de par sa diaspora, de par son dynamisme, de par sa jeunesse, où on peut faire des miracles. Et malheureusement, ce régime totalitaire, ce tout répressif, en fait, bride toutes les initiatives, y compris les initiatives de liberté, de dignité et d'espoir. Merci Nazim, restez avec nous. Alors, avant de donner la parole à Adel Khalef, nous allons écouter Madame Hannoun continuer de nous parler dans sa conférence de presse. الحيث على حرية التعبير والرأي والحريات الأكاديمية، يعني كل الحريات الديمقراطية. وبطبيعة الحال طرقت لمسألة سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين. ورئيس الجمهورية قال أنه هو يقدر يمارس صلاحيته والسلطة نتاعو في العفو الرئاسي عندما يكون الحكم نهائي. فأنا ذكرته أنه على الأقل 3 مرات هو خدا قرارات سيادية، وهذه من صلاحيته بالإفراج عن معتقلي الرأي حتى ما كملوش محكوميتهم، أو بعض منهم ما تحاكموش ما تحاكموش حتى، وبعد ولاو يحاكموا على برا. ويعني المفروض أنه هذا الأحكام يعني بالسجن بالحبس يعني ما لازمش تكون يعني بهذه السهولة. J'ai bien aimé personnellement qu'elle ait mis le cadre, comme on dit nous en Algérie, de quelqu'un d'autre que Tebboune. C'est incroyable. Contrairement à ses collègues des autres partis politiques, ça apporte comme une brise de printemps. Adel Khalef, d'abord peut-être que vous voulez réagir à ce qu'a dit Nazim, et ensuite j'aimerais savoir ce que devraient être les perspectives pour l'Algérie, qui est aujourd'hui vraiment au fond du trou, qui a été vraiment précipitée par l'actuel chef de l'État durant le premier mandat et le début du deuxième, et qui risque très gros, qui est encerclé de partout, et dont la population, qui jusque-là est restée très patiente, risque à tout moment d'exploser. Tout le monde le sait.
Selon vous, quelles seraient les perspectives les plus sages qui restent à ce système pour essayer de raccommoder un peu tout ça? Alors, par rapport à ce qu'a dit Nazim, je ne suis pas certain de pouvoir réagir parce que, vous savez, Nazim est quelqu'un qui a son opinion, sa position, que je respecte pleinement. J'ai eu le plaisir de rencontrer Nazim, c'est un charmant gentleman. Je ne vais pas particulièrement réagir par rapport à ce qu'il a dit. Je pense que aujourd'hui, sur le point particulier que la question que vous posez, je pense qu'aujourd'hui, à mon avis, à mon simple, modeste opinion, nous devons absolument essayer, ne pas nous plonger dessus, mais essayer de comprendre ce qu'est la définition de la substance même de la définition du mot un état de droit, comme je le citais donc il y a quelques minutes quand j'avais la parole. Par rapport aux déclarations de Louisa Hennoun, alors Louisa Hennoun dit « J'ai demandé au président de la République donc de gracier telle personne, etc. etc. » Vous savez, un président de la République, c'est quelqu'un qui a les pleins pouvoirs en Algérie. Vous savez, l'Algérie, c'est un pouvoir hyper présidentiel. Hyper présidentiel. C'est le président de la République qui dit le quoi, le comment, le quand, le qui, le comment, le pourquoi et à quelle heure. Il décide de tout. Et le président de la République en Algérie, il fait ce qu'il veut, où il veut, comme il veut, quand il veut, avec qui il veut. C'est comme ça. Néanmoins, il y a en parallèle, je pense et j'espère, et je dis bien, et je pèse mes mots, j'espère qu'il y a encore un pouvoir militaire qui règne sur la sécurité de la nation, qui puisse intervenir, dire, parce que monsieur Benchenouf, vous avez dit, vous avez parlé, vous avez évoqué dans votre question notre position par rapport à l'international. Vous savez, quand on parle de l'international, on évoque aussi les aspects sécuritaires, les aspects politiques, plus ou moins, mais surtout les aspects diplomatiques et économiques. D'accord? Nous avons des échanges. Vous savez que l'Algérie acquiert ses matières premières, des produits que nous produisons en Algérie, enfin, on produit comme ça, mais le peu que nous produisons en Algérie, la matière première, nous l'importons, donc nous sommes tributaires de beaucoup d'autres pays, de beaucoup d'autres marchés, donc on a beaucoup plus intérêt d'avoir de bonnes relations avec les pays d'où nous importons nos matières premières. Et puis, sur le plan diplomatique, nous sommes aujourd'hui très isolés. Nous avons vu ce qui se passe avec la France, ce qui se passe toujours avec la France. Nous avons vécu ce qui s'est passé avec l'Espagne, avec l'Arabie Saoudite, avec les Émirats, avec les pays du Sahel, avec le Maroc. On voit qu'il y a un lobby qui... Et puis attention, il y a un autre élément qui est très important. Je ne sais pas si vous avez tous remarqué. Vous savez que là, il vient d'y avoir un événement important au niveau du Parlement britannique. Le gouvernement britannique a mis des travaux en place concernant donc la situation de l'Algérie, la situation donc de l'infrastructure, du paysage, excusez-moi, c'est un terme qui est beaucoup plus approprié, de la diplomatie à l'international. Et puis ils ont invité donc Farhat Mehani du MAC. On n'a pas invité l'ambassadeur d'Algérie, qui lui est un officiel. Donc ça, c'est des signaux qui démontrent que la position de l'Algérie sur un plan international ne va pas bien. Je ne comprends pas comment qu'il y ait des travaux au Parlement britannique concernant l'Algérie et on n'invite pas un représentant officiel de l'État algérien. Donc vous voyez, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui démontrent sur un plan juridique, diplomatique, politique, social, etc. Il y a beaucoup de problèmes qu'il faut soigner. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, y compris les déclarations de Louisa Hennoun, je pense nous avons atteint un tel niveau de bêtises, d'erreurs, d'incompétence sur tous les secteurs, que tout est parti en éclaboussade interstellaire. L'Algérie n'est plus structurée. Nous sommes en train de nous rechercher dans nous-mêmes.
وين راهي لا دبلوماسي تاع بلادنا، وين راهي السياسه تاع بلادنا، وين راهي العداله لا جوستيس تاع بلادنا، وين راه لو بوبل، وين راه لا ريلاسيون. Il y a un sujet qui vous tient particulièrement à cœur. Je vous ai suivi dans certaines émissions avec mon confrère Nasser, où vous parliez beaucoup d'un phénomène, d'un milieu politique, et socio-économique, tout ce qu'on veut, qui est particulièrement intéressant, celui de l'intelligence. Qu'en est-il aujourd'hui, justement, de ce domaine qui a été livré pieds et poings liés à des barbouzes, à des soudards, à des gens qui n'ont même pas la plus petite idée sur ce qui a été remis entre leurs mains et toute l'importance qui se profile derrière et qui pourrait mener à des choses absolument incroyables. Alors, Monsieur Benchenouf, vous êtes en train de poser une question là. Croyez-moi, votre question, elle est non seulement importante, mais en plus de ça, elle a un tel degré de sensibilité, excusez-moi, parfois je parle franglais, elle a un tel degré de sensibilité et tel degré de chaleur qu'elle pourrait même réchauffer le soleil. Alors, je vais répondre à votre question. Vous savez que la colonne vertébrale de chaque pays, c'est l'intelligence, c'est les services de renseignement, la capacité de voir les choses venir, l'anticipation, aller étudier qu'est-ce qui se passe. Regardez, aujourd'hui, moi, personnellement, je considère que les services de renseignement de l'Algérie, de notre pays, ne sont pas aussi efficaces que l'époque de Bouteflika. Pourquoi? Parce qu'on aura beau dire, on aura beau critiquer Toufik avec ses qualités, avec ses défauts, etc. On aura beau critiquer les gens avant, mais entre les années 75 à, on va dire, 2010, les services de renseignement algériens ont quand même modestement fait du bon boulot. Le renseignement, c'est quoi? Le service de renseignement, vous savez, je vais vous poser une question. Vous pensez que l'Amérique aujourd'hui, c'est un pays qui vaudrait une once sans la CIA, sans le FBI? Rien. Vous pensez que la France non. Puisque vous me posez la question, je vous réponds au point où aujourd'hui la futurologie, une branche très nouvelle de l'université américaine notamment, est devenu quasiment le cœur battant de l'intelligence, comme on dit, pour prévoir ce qui va se passer dans 50 ans dans le dernier pays du monde. Mais absolument, monsieur. Mais on appelle ça, dans le renseignement, on appelle ça l'anticipation. La qualité de la recherche, de comprendre ce qui se passe, où, comment, pourquoi, avec quelle perspective, par quelle personne, pour quelle raison. Pourquoi aujourd'hui, les Algériens en Algérie, on ne comprend pas, nous ne comprenons plus quelle est la fragilité de notre pays sur le plan diplomatique. Regardez les BRICS, Monsieur Benchenouf. Vous savez pourquoi on a été éliminé des BRICS? C'est pas parce qu'on a une économie exécrable. L'économie algérienne, il n'y a pas d'économie. Excusez-moi du terme, si vous me permettez, avec votre permission, j'utilise un langage tanat, le bled. Le bled, on ne produit pas bras, on n'arrive pas à la produire. C'est pas par rapport à la faiblesse de l'économie algérienne qu'on a été éliminé, ça c'est d'une part. Mais c'est parce que nous n'avons jamais su qui était contre nous dans le consortium du conseil d'administration des BRICS. L'Inde était contre nous, le Brésil était contre nous. L'ambassade d'Algérie, la cellule du renseignement de l'ambassade d'Algérie à Brasilia et la cellule du renseignement de l'ambassade d'Algérie à New Delhi, New Delhi, savaient ce qui se passait en Inde respectivement et en Brésil, on aurait compris que ces deux pays-là étaient contre nous. Donc on aurait préparé, on aurait fait des propositions, on aurait essayé de séduire ces pays. La même chose sur le côté sécuritaire au Sahel, la même chose sur le côté diplomatique au Moyen-Orient,
l'Arabie Saoudite. Et je vais me permettre de vous interrompre, malgré tout ce que vous dites d'intéressant, parce qu'il faut laisser. J'essaie d'équilibrer un peu entre vous et Nazim. Nazim, vous allez avoir le mot de la fin. Vous avez environ 2 minutes et demie. J'aimerais surtout que vous restiez dans ce volet des perspectives qui semblent s'ouvrir, à en croire Louisa Hanoun, et à en juger par la non-réponse de Tebboune, qui semble être comme une porte ouverte. J'aimerais que vous nous disiez votre point de vue sur ce volet des choses, si je peux dire. Bon, j'ai amplement développé dessus tout dès le début, dans le sens où, encore une fois, c'est plus un... J'espère en tout cas que ça ne soit pas ce qu'on a pu voir en décembre 2019, suite à l'élection de M. Tebboune, où il y a eu, je crois, ils ont relâché une centaine de prisonniers pour finalement revenir aux anciennes méthodes qu'on a connues et voire même avec des cas de torture. Bon, en tout cas, si j'ai le 2,5, j'espère en tout cas, encore une fois, c'est un espoir qu'il y a une prise de conscience au sein de ce régime que les choses ne peuvent pas continuer comme cela. Et je veux dire, le constat, il est malheureusement ce qu'il est aujourd'hui. Au niveau diplomatique, on a pris des revers diplomatiques monumentaux. On a pris un isolement régional et international qui est pratiquement du jamais vu. Économiquement, on est de plus en plus faible. Vous voyez la cherté de la vie, la descente aux enfers du dinar. Donc, encore une fois, le tout sécuritaire, depuis 62, si on exclut bien sûr la parenthèse des années 90 et un petit peu cette inspiration des modes, je dirais, de liberté qu'on a pu également voir pendant le Hirak, mais le reste, ça a été un pays qui est contrôlé par ce régime-là. Et malheureusement, le constat, il est amer. Le constat, il est ce qu'il est aujourd'hui. On a une Algérie faible, pour ne pas dire sujette à des risques de dislocation, d'effondrement, de déliquescence prononcée. Et encore une fois, le message, j'espère en tout cas, j'aime à le croire, j'aime à l'espérer, que le message de Louisa Hanoun, c'est du moins une prise de conscience partielle pour aller vers une vraie transition qui permettra à cette Algérie de réunir toutes les énergies, bien sûr faire une justice transitionnelle, ça c'est important que les Algériens puissent connaître tout ce qui s'est passé dans leur histoire, y compris pendant Thawra, y compris entre les 62 et 90, 90, etc., mais qu'on puisse néanmoins avancer d'un pas serein et ferme avec un objectif commun, reconstruire notre État et rapidement. Merci Nazim Taleb, merci Adel Khalef. Oui, c'est le moment d'espérer, après cette surprise qui nous a été réservée par Madame Hanoun, que peut-être il n'est jamais trop tard pour un système, aussi prédateur soit-il, de retrouver le chemin de l'honneur et de l'intérêt général et de mettre fin à toute cette injustice, de mettre fin à toute cette oppression et enfin d'ouvrir de vraies portes vers demain. Merci beaucoup, bonne soirée à vous. Décryptage par Jamaldine Benchenouf.